Fais attention à chaque détail de cette histoire, car rien n'est ce qu'il paraît être. C'était un jeudi matin comme les autres. Il restait 11 jours avant Noël, et dans une banlieue tranquille du Colorado, une femme faisait exactement ce qu'elle faisait chaque jour. Elle emmenait ses enfants à l'école et rentrait à la maison. Peu avant 8 heures du matin, elle s'est garée dans le garage, a coupé le moteur et a ouvert la porte pour descendre. Ce jour-là, quelqu'un l'attendait à l'intérieur. 4 heures et demie plus tard, un policier a frappé à la porte d'entrée de cette maison et personne n'a répondu. Il est retourné à la voiture de patrouille, a fait le tour, a garé le véhicule près de la fenêtre du garage, a regardé à l'intérieur et a vu une femme allongée par terre. Elle était immobile. Le détail qui a été rapidement découvert, c'est que toute cette famille vivait terrorisée depuis 2 mois. Ils étaient poursuivis par un harceleur. Un homme qui envoyait des messages disant qu'il les surveillait, qu'il savait où ils allaient, qu'il allait bientôt apparaître. La femme avait contacté la police, elle en avait déjà parlé aux détectives, elle avait même engagé un détective privé. Elle se promenait armée et avait installé des caméras dans toute la maison. Elle a fait tout ce qu'elle pouvait faire. Et malgré tout, elle a fini là, sur le sol froid de son propre garage, dans la maison qu'elle avait transformée en forteresse. La police, pendant l'enquête, avait déjà un nom en tête pour ce fameux harceleur. Ils savaient déjà où il habitait et en peu de temps, ils allaient frapper à la porte de ce type. Mais c'était juste pour découvrir qu'ils avaient passé 2 mois à traquer le mauvais homme. Parce que la personne derrière toute cette terreur n'était pas aussi loin que tout le monde le pensait. Et en fait, ce que cette personne exploitait, cette proximité, est l'une des choses les plus froides que vous entendrez aujourd'hui. Marcos Campos, et voici l'histoire d'une femme qui s'est rendue compte qu'elle était traquée, entre guillemets, a tout fait correctement pour se protéger, a prévenu la police, sa famille, se déplaçait armée, et malgré tout, a été tuée chez elle. Et c'est aussi l'histoire d'un harceleur qui apparaissait partout, tout le temps, connaissait chaque rendez-vous chez le dentiste, savait à quelle heure le mari rentrait du travail, envoyait des photos de lui pour prouver qu'il surveillait tout le monde. Et c'est aussi l'histoire de la façon dont l'indice le plus évident de cette affaire, celui que la police a suivi pendant 2 mois, s'est effondré en quelques heures à cause d'un sweatshirt acheté dans un grand magasin. Il y a beaucoup de choses dans cette affaire, d'accord, les gars? Pourquoi l'enquête a-t-elle mis autant de temps à découvrir ce qui se passait? Et pourquoi la famille, même en soupçonnant qui était ce fameux monstre observateur, n'a-t-elle pas réussi à se protéger? On va enquêter sur tout ça ensemble? Alors installez-vous bien et passons aux faits. L'ombre. Pour comprendre ce qui s'est passé dans ce garage, il faut qu'on remonte environ 2 mois dans le temps chronologique de cette affaire, d'accord? Jusqu'en octobre 2023. La victime s'appelait Christy. Elle avait 44 ans, était ingénieure chimiste, mère de 3 enfants. C'était une de ces personnes qui semblent être douées dans tout ce qu'elles font, tu vois. Elle excellait en maths, chimie, physique et avait aussi du talent pour les arts. Elle a grandi à bricoler de vieilles voitures avec son père, passant des heures dans son garage à démonter le moteur et à discuter. C'est là que le père et la fille se comprenaient, qu'ils resserraient leurs liens. Donc ce n'est pas exagéré de dire que, pour elle, le garage était un lieu d'affection. Eh bien, le 2 octobre 2023, Christy a reçu un message étrange sur son téléphone portable. Il venait d'un numéro qu'elle ne connaissait pas, signé par un certain Anthony. Le gars disait qu'il allait passer dans la région et demandait si elle voulait le rencontrer. Elle, évidemment, n'a pas répondu. Le lendemain, un autre message est arrivé du même numéro. Mais cette fois, il n'y avait rien de poli dans le message. Le gars était plutôt obscène, agressif, et il finissait même par lui dire de se suicider pour qu'il arrête de perdre son temps. D'accord. C'est déjà très insolite et bizarre, non? Le gars, du jour au lendemain, passe de rencontrons-nous à va te suicider. Quelqu'un d'ailleurs qui jusque-là ne s'était même pas vraiment présenté. Mais Christy se doutait de qui pouvait bien être ce fameux Anthony. C'est parce que Anthony Holland avait été son petit ami dans le passé, à l'époque du lycée. Juste après qu'ils aient terminé le lycée et commencé l'université. Ils sont restés ensemble peu de temps, environ 1 an. Elle avait environ 17 ou 18 ans, c'était dans les années 2000, donc il y a plus de 2 décennies. Le père de Christy se souvenait même de ce type, Anthony avec affection. Il était un gars poli, sympathique, avec de bonnes manières. Le problème, c'est que, selon Christy, cet Anthony n'avait jamais appris à accepter un non. Voilà le maillon de cette chaîne. En 2002, il est réapparu de nulle part.
Et il est revenu en 2005, puis en 2010. Et à d'autres moments très aléatoires, tout au long de la décennie 2010 par exemple. Et c'était toujours un message aléatoire sur Facebook. Il envoyait parfois des messages étranges affirmant qu'ils étaient faits l'un pour l'autre. Et des choses du genre. Lors d'une de ses tentatives, entre guillemets, de ce fameux Anthony, d'ailleurs, Christie elle-même lui a dit que ça devenait un peu effrayant, qu'il devait arrêter. Elle est même allée jusqu'à supprimer son compte Facebook, pensant qu'elle s'était débarrassée de ce type pour toujours. Et c'est là, après des années de silence, que les messages de 2023 commencent à réapparaître. Et bien plus lourds que tout ce qui s'était passé jusque-là. Christie a fait ce qu'il fallait, non? Elle est allée voir la police de Broomfield, elle a parlé à un détective qui s'appelait André Martinez. Et la conversation a même été enregistrée. Et on peut même voir en elle une femme qui essaie de rester calme. Elle se répète à elle-même que tout ça, c'est pour terroriser, pour faire peur. Comme si le dire, n'est-ce pas? Ça l'aidait à ne pas s'effondrer émotionnellement, à arrêter de ressentir cette peur réelle qu'elle éprouvait. Sauf que, regarde bien, ça ne s'est pas arrêté au message texte, d'accord? Elle a commencé à recevoir des choses par email. L'adresse email qui envoyait les menaces contenait bien le nom de famille de son ex. Quelque chose comme Holland et Kix. Et à cause de ça d'ailleurs, la famille a commencé à appeler le harceleur par un surnom un peu macabre. Kickman, le gars qui donnait des coups de pied, et ce fameux Kickman devenait de plus en plus audacieux, d'accord? Dans l'un des messages, une photo est arrivée. Et cette photo est très importante pour l'affaire, d'accord? C'était une image du mari de Christian, Daniel, connu sous le nom de Dan. Il sortait de la voiture, juste devant son lieu de travail. Une photo prise de près, et la légende qui accompagnait cette photo, dans le message, avait un ton menaçant, de provocation. Il demandait si c'était bien son mari. Et c'est cette photo qui a poussé Christian à aller à la police pour la première fois afin de signaler ce qui se passait. Parce qu'avant cela, tout ne concernait qu'elle. Le harceleur montrait désormais qu'il surveillait aussi son mari. Quelques jours après, un autre message arriva. Un message disant qu'il l'avait vue chez le dentiste et qu'il allait la revoir bientôt. Le type savait qu'elle était allée chez le dentiste. Il savait aussi à quelle heure son mari rentrait du bureau et il s'était même approché très près de lui. Assez près pour pouvoir le prendre en photo d'ailleurs. Pour Christian, cela ne pouvait signifier qu'une seule chose. Elle était surveillée de très près, tout le temps, partout, par quelqu'un d'obsédé. Un vrai film d'horreur, non? Et c'est là qu'entre un détail qui, à l'époque, semblait juste ajouter une couche d'horreur de plus. Le mari d'Anne était lui aussi menacé maintenant. Il a raconté au détective qu'il était bouleversé. Il n'arrivait plus à fonctionner normalement, tu vois. Comme Tina, il était perturbé. Il a eu une crise de panique totale au supermarché après qu'une boîte soit tombée derrière lui. Il est devenu paniqué. Il disait qu'il faisait un travail lamentable pour protéger sa femme et sa famille. C'était un couple qui, littéralement, vivait un cauchemar, avec un veilleur invisible qui les guettait. À ce stade des faits, la vie de Christian avait beaucoup changé. Elle a commencé à se déplacer armée comme je l'ai mentionné. Et son père, très inquiet, lui a prêté une de ses armes. Elle a pris des cours de tir, elle a rempli la maison de caméras de surveillance. Elle a tout raconté à ses frères, à ses parents, et même les 3 enfants savaient qu'il y avait quelqu'un de très fou qui poursuivait leur mère et leur père. Lors d'une discussion avec sa sœur, Christian a prononcé une phrase que la famille n'a jamais oubliée, et sans doute n'oubliera jamais. Ce serait elle ou lui. L'un des deux finirait par mourir dans cette histoire. Et qu'elle ferait tout pour que ce ne soit pas elle. Elle avait même déjà localisé l'ennemi, tu vois, fatiguée d'attendre. Elle a engagé un détective privé de son propre chef. Et elle a découvert où Anthony Holland habitait. C'était dans l'Utah, à environ 800 km de chez elle. Alors elle a transmis l'information au détective Martinez. Et Martinez a pris une décision qui allait le hanter pour le reste de sa vie. Il n'est pas allé chercher Holland à ce moment-là. Sa logique était celle du manuel, disons. Il voulait d'abord réunir les preuves, obtenir un mandat, puis arrêter le gars immédiatement. Pas question d'y aller trop tôt, d'effrayer le type et de repartir les mains vides, tu vois. Pour obtenir les preuves, il dépendait des mandats pour les opérateurs téléphoniques et fournisseurs de messagerie qui ont traîné et ralenti la procédure. Un maillon de plus dans cette chaîne de retard bureaucratique. Christian, qui vivait dans la panique, évidemment, chaque jour d'attente était une éternité. Elle a même confié à son père qu'elle avait l'impression que la police l'avait abandonnée, qu'il n'agissait pas avec assez de fermeté. Et c'est dans cette ambiance-là, 11 jours avant Noël, que l'attente a pris fin. La traque. On sait déjà ce qui s'est passé ce matin du 14. Christian est revenu après avoir déposé les enfants à l'école. Elle est entrée dans son garage un peu après 8 heures et elle n'est jamais ressortie de là vivante.
et quand le policier John O'Hare a trouvé son corps par la fenêtre du garage vers 12h30. Il a crié à la radio qu'il y avait une femme allongée dans une maison. Toute l'enquête avait déjà un seul suspect, surtout dans la tête du détective Martinez d'ailleurs. À ce premier moment-là, la conclusion semblait assez évidente. Le harceleur de l'Utah. Ce harceleur-là avait mis sa menace à exécution. Il était venu, était entré dans la maison et avait tué Christian. C'était donc ce que 2 mois de messages très inquiétants annonçaient déjà. Cette fois, la police a agi rapidement. Quelques heures après la découverte du corps, des agents de l'Utah ont encerclé la maison d'Anthony Holland, là-bas, dans la ville d'Eagle Mountain, près de Salt Lake City. Et c'est ici que l'histoire prend son premier tournant. Parce que l'homme qui a ouvert cette porte-là n'était pas celui que la police s'attendait à trouver. L'homme était seul à la maison. Il a entendu des coups à la porte, il a ouvert la porte et s'est retrouvé devant de nombreux policiers, sans comprendre la situation. Lorsqu'ils ont demandé s'il connaissait Christian Krug, il a tout de suite répondu oui. C'était même sa première petite amie. Ils lui ont demandé quand était la dernière fois qu'il avait parlé avec elle. Il a dit que cela faisait très longtemps, vers 2014-2016 dans un message sur Facebook. Il avait dit qu'elle lui manquait. Il pensait que la police était là à cause de ce vieux message. Quelqu'un lui a annoncé que Christian avait été assassiné ce matin-là. Les policiers n'étaient pas là pour informer, mais pour arrêter le suspect. Et la question qui comptait était très simple. Où étiez-vous, monsieur? Aujourd'hui, pouvez-vous le prouver? Et Holland pouvait le prouver. Quelques heures plus tôt, il avait acheté un sweatshirt dans un grand magasin près de chez lui. Il avait le reçu dans sa poche. Le reçu indiquait l'heure exacte de l'achat. 12h16. Christian avait été attaqué. Vers 8h du matin, là-bas, au Colorado. Aucun humain ne peut tuer quelqu'un au Colorado à 8h du matin puis acheter un sweatshirt dans l'Utah après. 800 km, les gars. De distance à 12h16, c'est physiquement impossible. Sauf si le gars a pris l'avion, mais cela n'a pas été prouvé. Bon, face à cela, il y a toujours un mais, n'est-ce pas? Le sweat à capuche n'était pas la seule chose qu'il avait là comme alibi. Holland a aussi montré des relevés de travail prouvant sa présence dans l'Utah. D'accord? Tous les jours. Il n'a jamais mis les pieds au Colorado. Il n'a jamais voyagé. Les messages du harceleur avaient fait croire à tout le monde qu'il rôdait autour de la maison de Christian. Mais il était à 800 km de là, travaillant, vivant sa vie, sans en avoir la moindre idée. Qu'il était le principal suspect d'un meurtre. Les policiers ont passé un coup de fil, ont tout vérifié, ils sont revenus et ont dit qu'il était libre. Anthony Holland, le soi-disant kickman, le monstre de 2 mois de terreur, l'homme que toute la famille craignait, a été écarté. Et définitivement, en quelques heures. Et cela a laissé l'enquête dans une impasse, sans aucune piste, parce que le seul suspect qui existait venait de s'évaporer. Si ce n'était pas le prétendu harceleur, alors qui diable est entré dans ce garage pour tuer Christian? L'adresse des messages. Pendant que cela se déroulait dans l'Utah, au Colorado, le mari de Christian était au commissariat. Il était rentré précipitamment du travail après avoir appris la mort de sa femme anéantie. Un professionnel de soutien aux victimes, formé pour réconforter les proches en état de choc, est resté constamment à ses côtés. Elle a raconté plus tard, d'ailleurs, que l'homme pleurait beaucoup recroquevillé là, et que sa seule préoccupation à ce moment-là, c'était de l'annoncer à ses enfants, ce qui était arrivé à leur mère. Il ne voulait pas que quelqu'un d'autre annonce la nouvelle. Selon lui, ce matin-là était parfaitement normal. Les matins étaient routiniers, les enfants partaient à l'école et Christian semblait aller bien quand il est parti travailler. Il a dit avoir reçu un message en conduisant vers le travail de Christian. Elle lui demandait s'il pouvait récupérer les enfants à l'école plus tard. Il a répondu en demandant l'heure et qu'elle n'a plus jamais répondu après ça. Et c'est justement cela, selon lui, qui l'a beaucoup inquiété et qui l'a poussé à appeler la police pour demander qu'on aille vérifier qu'elle allait bien. Quand on lui a demandé sa théorie sur ce qui s'était passé, il a imaginé tout un scénario. Quelqu'un a dû frapper à la porte. Peut-être que Christian est sorti pour récupérer un colis et la personne est entrée. Et Christian était forte, elle était combattante. Elle aurait réagi. C'était le discours d'un homme anéanti, essayant de trouver une logique à sa propre tragédie. Sauf que, de l'autre côté de la table, l'enquête n'avait plus rien en main, n'est-ce pas? Après tout, le harceleur n'était pas celui qu'il pensait. C'est là qu'est intervenu l'homme qui a peut-être été la pièce la plus importante de toute cette affaire. Expert en informatique légale de la police de Broomfield, appelé Randy Pillock. Ici, c'est peut-être la partie la plus importante, non? Parce que c'est ce qui a fait avancer l'affaire. Le moment où l'affaire de harcèlement devient une affaire d'homicide. En quelque sorte, toutes les portes bloquées par la bureaucratie doivent s'ouvrir.
Et là, l'expert Piloc, qui auparavant dépendait de beaucoup de choses, n'est-ce pas? Mandat, etc. Maintenant, il pouvait demander des informations en urgence. Et c'est exactement ce qu'il a fait. 5 heures après la découverte du corps, il était déjà penché sur ces messages qui avaient terrorisé Christian pendant 2 mois. Et cet expert a trouvé quelque chose qui a tout changé, d'accord? Les messages de harcèlement provenaient de 2 comptes différents. Mais les deux avaient été envoyés du même endroit. La même adresse internet, n'est-ce pas? La même adresse IP. Et cette adresse n'était pas située n'importe où. D'accord. Elle se trouvait dans un organisme de santé publique de l'État du Colorado à Glendale. Et maintenant, celui qui devine qui travaillait à cet endroit gagne un bonbon. Eh oui, le mari de Christian travaillait là-bas. Les messages qui menaçaient Christian, les messages qui menaçaient Dan lui-même, avaient été écrits et envoyés en utilisant le réseau Internet de son bureau. Et qui a été témoin de tout cela, hein? Il raconte que dans la salle d'enquête, à ce moment-là, il y a eu un silence total au moment où l'expert a donné cette information. Parce que tout le monde a compris en même temps. Le harceleur qu'ils cherchèrent depuis 2 mois était peut-être assis là, juste devant tout le monde, faisant semblant d'être l'une des victimes. Et s'il était ce fameux harceleur des messages, pourquoi ne pas penser qu'il pouvait aussi être le meurtrier? Parce qu'il y a toujours un mais, n'est-ce pas? Donc il faut enquêter. Les détectives sont revenus et ont confronté le mari avec ces informations. Ils ont dit qu'ils avaient déjà parlé avec Anthony Holland là-bas, dans l'Utah, et qu'il n'y avait aucune chance qu'il ait été en ville ce jour-là. Ce n'était pas le meurtrier. Et là, l'attitude du mari a changé. Il s'est adossé au canapé, a croisé les bras, il s'est refermé sur lui-même, tu vois. Langage corporel. Il a dit avec un calme presque étrange que si ce n'était pas Holland, alors qui cela pouvait-il être? Le mari endeuillé a avoué craindre de ramener ses enfants chez lui, redoutant que le meurtrier soit encore libre. Les détectives qui observèrent chacun de ses gestes ont cependant remarqué qu'il manquait quelque chose chez cet homme, tu vois. Tout à coup, il manquait une réaction plus naturelle, un vrai désespoir. Face à la nouvelle, celle que l'assassin de sa femme était encore en liberté. Il était tellement contenu, tellement droit. Ils ont demandé de faire des prélèvements sur lui, puis l'ont laissé partir, n'ayant pas assez de preuves pour l'arrêter. En partant, il a répété que le vrai meurtrier était libre et a même lancé un appel. Qu'ils attrapent le coupable, que ça ne lui faisait rien, qu'ils arrêtent ou tuent le gars, mais que, s'il vous plaît, ils continuent à chercher et ne suppose pas que c'était lui. Le meurtrier avait enlevé la mère de ses enfants juste à la veille de Noël. Et il était très en colère à cause de ça, et demandait à la police de continuer à chercher, de ne pas s'arrêter sur lui, comme s'il était maintenant le suspect le plus évident. Pendant qu'il disait ça, la machine travaillait déjà contre lui. Et chaque nouvelle chose qui apparaissait rendait la situation de plus en plus grave. L'autopsie a confirmé la brutalité de ce qui s'était passé dans ce garage. Christelle a été attaquée par derrière, frappée plusieurs fois à la tête avec un objet contondant, avec 2 à 3 fractures du crâne. Alors qu'elle était déjà à terre et sans défense, il l'a retournée sur le dos et poignardée en plein cœur. Pour le parquet, ce coup de couteau supplémentaire était inutile pour l'intention meurtrière, relevant seulement de la rage et du contrôle. C'était le désir de la dominer jusqu'à la dernière seconde. La famille, qui jusque-là n'était qu'une famille brisée, a commencé à raconter la vérité sur le mariage. Parce qu'en apparence, ce couple-là, marié depuis déjà 16 ans avec 3 enfants, tout semblait très beau, dans ce quartier tranquille, là-bas. Mais à l'intérieur, Christelle dormait sur le canapé. Ils dormaient déjà séparément. Le mari avait un tempérament très explosif. Son visage, dit-on, devenait même rouge quand il sentait qu'il perdait le contrôle. Et la sœur de Christelle se souvenait très bien d'avoir déjà vu ce visage-là. Le couple avait même décidé de partir, de s'éloigner pour se calmer quand les choses devenaient tendues. Tu vois? Et ces derniers mois, Christelle avait pris la décision qui allait tout changer de la manière la plus normale possible, tu vois. Elle voulait divorcer. Elle ne voulait plus de ce mariage. Et l'expert en informatique, pendant que tout était en train d'être vérifié, tu vois, les détails, hein, les témoignages de la famille, il était là à creuser encore plus de traces numériques. Sur le téléphone portable de Christelle, il a trouvé ces fameux messages du matin du crime, d'accord? Y compris celui que le mari avait juré avoir reçu pendant qu'il conduisait pour aller au travail. À propos d'aller chercher les enfants à l'école, tu te souviens? Voilà. Sauf que ces messages avaient été programmés. Le téléphone de Christelle avait un système qui permettait de programmer un message pour qu'il soit envoyé plus tard. Et là, l'expert Pilac n'a eu aucun doute que celui qui avait programmé ces messages, c'était le mari, Dan. Il les a programmés avant de quitter la maison. Et il n'aurait pu faire cela que pour une raison logique, n'est-ce pas? Parce que Christelle était morte.
Et il avait besoin de fabriquer l'illusion qu'elle était encore en vie et qu'elle lui envoyait des messages normalement, au moment même où les experts allaient estimer l'heure de sa mort. C'était comme un alibi tapé du doigt par la victime elle-même. Tu vois à quel point c'est morbide. L'expertise a montré que le téléphone de Christelle n'a pas vraiment été utilisé après 8h22 du matin à peu près. Ces messages, entre guillemets, sont arrivés après ça. C'étaient des fantômes. Et c'est justement un de ces messages programmés qu'il a reçu là-bas, disant qu'elle était en route pour le travail, non? Il est arrivé au bureau vers 9h27. Ensuite, il a envoyé des messages et passé des appels sans réponse à Christelle pendant la pause déjeuner. C'est seulement alors qu'il a appelé la police, jouant le mari inquiet. Et il y a autre chose, d'accord? Tu te souviens de cette photo de lui sortant du travail, celle que le harceleur a envoyée pour faire peur à Christelle? Eh bien, l'expert a découvert que le téléphone qui a pris cette photo était en mode selfie, avec le minuteur activé. Personne n'a photographié Dan de loin en se cachant. C'est lui-même qui l'a fait. Il a posé son téléphone quelque part, a réglé le minuteur et a fait semblant d'être pris en photo. Il l'a ensuite envoyé à sa femme en se faisant passer pour un harceleur, renforçant l'idée qu'ils étaient surveillés, et a mis en scène son propre harcèlement. Et quand les détectives ont vérifié les caméras de sécurité que Christelle avait installées dans la maison, ils espéraient trouver tout le crime enregistré, n'est-ce pas? En réalité, ils ont découvert que 3 de ces caméras avaient été désactivées. Et celle de la sonnette, en plus, avait été recouverte avec un morceau de ruban de masquage. Ils ont appris plus tard que ce ruban venait du tiroir de leur cuisine. Il ne restait qu'une caméra fonctionnelle près du garage. En fait, Dan a dû l'oublier. C'est passé par inadvertance, tu vois. Le système de sécurité a été désactivé entre 8h et 8h15 via le téléphone de Christelle. Et peut-être le plus glaçant dans tout ça, sur le téléphone portable du mari, l'expert a trouvé une recherche sur Google. Des recherches, en fait, effectuées la veille du meurtre. Des choses comme ce qui se passe quand quelqu'un est assommé, si les gens s'évanouissent vraiment lorsqu'ils reçoivent un coup sur la tête et à quel point il faut frapper fort sur la tête de quelqu'un pour le rendre inconscient. Il a cherché comment frapper quelqu'un à la tête. Il voulait frapper la tête de sa femme. Ça, c'était la veille, mec. C'est fou, non? Il ne restait plus qu'à boucler tout ce paquet, n'est-ce pas? Et en fait, le paquet s'est bouclé tout seul, tu vois. Le gars a aussi envoyé quelques menaces avec des téléphones jetables. Et ils avaient été achetés avec une carte cadeau enregistrée à son nom. Il a lui-même créé plusieurs preuves contre lui. Et ces téléphones, même jetables, étaient toujours traçables, tu vois. Quand ils ont commencé à enquêter sur cette partie numérique, il apparaissait toujours aux mêmes endroits que le téléphone personnel de Dan. Là où Dan était, Kickman était aussi. 2 jours après le meurtre, la police avait déjà assez de preuves. Ils ont suivi le mari avec une flotte d'environ 8 voitures jusqu'au supermarché, ont attendu qu'il se gare, ont confirmé qu'il était seul dans la voiture et ont bouclé le piège sur lui, sur le parking. Ils l'ont sorti du véhicule et lui ont annoncé qu'il était arrêté pour le meurtre de sa femme. Et le détective Martinez, celui qui avait cru pendant 2 mois à l'histoire du harceleur de l'Utah, a posé une seule question à l'homme. Tu te souviens que, le jour de la mort, le mari avait supplié pour être celui qui annoncerait aux enfants que leur mère avait été assassinée? Alors Martinez l'a regardé dans les yeux et lui a demandé s'il voulait aussi être la personne qui annoncerait aux enfants que l'assassin de leur mère était leur propre père. Dan est resté silencieux, a demandé son avocat et a détourné les yeux. Le détective a fermé la porte et ils sont allés au commissariat, ou plutôt en prison, n'est-ce pas? Et mince, quel coup de poing dans le ventre, non. Cette idée du gars de mettre la pression sur l'assassin comme ça. Le jury. Le procès a commencé en avril 2025, plus d'1 an après le crime. L'accusation, menée par les procureurs, a présenté au jury un portrait qui n'avait rien à voir avec le mari fragile et persécuté des premiers jours. Selon le ministère public, le mariage se terminait, Christian voulait partir et le mari refusait de perdre le contrôle sur elle. Il aurait donc inventé un harceleur. Toute cette campagne, disons, de terreur, les messages, les emails, la photo, la surveillance, tout cela aurait été, au début, une façon de tromper Christian, de la pousser à revenir dans ses bras. L'idée aurait été de lui faire ressentir beaucoup de peur, de la mettre dans une situation de danger permanent, pour qu'elle commence à voir en son mari un protecteur, un héros, quelqu'un, n'est-ce pas, qui pourrait la défendre et l'éloigner de ce danger. Sauf que ça n'a pas marché. La terreur n'a pas ramené Christian, au contraire, elle restait décidée à se séparer. Et selon le parquet, c'est à ce moment-là que la situation est passée de « si je te fais peur, tu restes avec moi » à « si tu ne restes pas, tu ne resteras avec personne non plus ». Un détail important, dans ces derniers jours, Christian a commencé à soupçonner son mari.
D'après le propre témoignage de Dan, elle a fini par le regarder en face et lui dire qu'elle n'arrivait pas à écarter la possibilité qu'il soit le harceleur. Tu te rends compte? Et il a nié sur le moment, bien sûr. Le compte à rebours de la séparation et du désespoir maladif dans sa tête avançait. Il était sur le point de perdre sa femme de toute façon. Et il était aussi sur le point d'être démasqué comme l'homme derrière ce plan macabre pour effrayer sa femme, toute la famille. C'est pour ça qu'il l'a attendue dans le garage ce matin-là, décidé à la tuer. La défense n'a pas essayé de nier ce qui s'est passé, d'accord? Ce que l'avocat a fait, c'est attaquer les failles de l'enquête. Et il est même juste de dire qu'il y avait vraiment des failles, d'accord? L'objet utilisé pour frapper Christian à la tête n'a jamais été retrouvé. Le couteau utilisé non plus n'a pas été récupéré. L'avocat a insisté là-dessus. Le téléphone portable de Christian n'avait pas été testé, ni pour les empreintes digitales, ni pour l'ADN. On ne pouvait donc rien affirmer sans même avoir cherché. Il a souligné que les analyses ADN effectuées sur la poitrine de la victime n'avaient pas non plus trouvé le matériel génétique du mari, et qu'il n'y avait aucune trace de sang dans la voiture. Pour la défense, il manquait la preuve matérielle qui reliait les mains de cet homme au corps de son épouse. Le jury a écouté les deux parties pendant plus de 2 semaines, il a délibéré pendant environ 1 jour et demi. Et il est revenu avec le mot qui a été répété 4 fois, coupable, homicide au premier degré, harcèlement avec souffrance émotionnelle extrême, harcèlement avec menaces et communication répétée, et usurpation d'identité. Il avait effectivement volé l'identité du gars de l'Utah, ancien petit ami de Christian, pour fabriquer tout cela. La juge a appliqué la peine prévue pour ce type de condamnation au Colorado, prison à perpétuité sans libération conditionnelle. Et encore 9 ans et demi supplémentaires ajoutés par-dessus pour les accusations de harcèlement et d'usurpation d'identité. Tu crois qu'avec toutes ces empreintes digitales accumulées contre lui, il aurait enfin laissé tomber le masque? Mais non, il ne l'a pas fait, même après sa condamnation. Il a continué à passer des appels vidéo depuis la prison à sa propre famille, jurant que le jury avait été, je ne sais pas, trompé, qu'il s'était trompé. Il n'avait jamais présenté de preuves concrètes et l'assassin restait libre, au point que ses enfants devaient quitter le Colorado parce qu'ils pouvaient être les prochaines cibles. Il a continué à mentir à la famille qu'il avait déjà trompée, jusqu'à ce que son frère soit enfin honnête lors d'un appel. Il a dit que le soutien de la famille était en train de s'épuiser, que même si tout le monde voulait croire en lui, trop de choses étaient ressorties au grand jour, et qu'une partie de tout cela était impossible à expliquer ou à ignorer, aussi créatif qu'il essayait d'être. Et face à tout cela, une question demeure dans cette affaire. Elle est vraiment gênante. La police connaissait le nom du harceleur et son adresse dans l'Utah. Christian avait tout remis sur un plateau, avec l'aide d'un détective privé, qu'elle avait payé de sa propre poche. Et le détective de l'État a choisi d'attendre pour rassembler des preuves, faire les choses correctement, entre guillemets, pour ne pas gâcher l'affaire au moment d'arrêter le type. Sauf que l'homme dans l'Utah était innocent, comme nous l'avons vu. Et ce retournement aurait dû se produire bien plus tôt. Peut-être que cela aurait sauvé Christian. Le détective chargé de l'affaire dit qu'il en porte encore le poids, que cela le hante. S'il le pouvait, il agirait autrement. 11 jours avant Noël, dans le garage de la maison du couple, le mari s'est caché. Il attendait que sa femme revienne et emmène leurs enfants à l'école. Pour lui ôter la vie. Il faut du sang-froid et être vraiment mauvais. Beaucoup de méchanceté. Punaise les pauvres enfants, non? Et la pauvre Christian, qui, toute sa vie, avait passé des heures et des heures dans un garage, aux côtés de son père, au milieu des voitures qu'ils adoraient, qu'ils aimaient. Elle a perdu la vie dans un garage. Quelle ironie tragique, n'est-ce pas? Et avant de terminer, il y a encore un détail sur ce mari froid, d'accord, que je n'ai pas encore raconté. Une de ses ex-petites amies a témoigné au procès, et elle a dit qu'il lui avait déjà fait la même chose, des décennies auparavant. Il a créé plusieurs fausses identités pour la harceler. C'était après leur rupture. La police a noté le même mode opératoire que dans l'affaire Christian, mais pour cette ex-petite amie, il n'a jamais été accusé. Mais ça montre qu'il y avait une logique dans sa tête, non? C'est vraiment bizarre. Mais je veux savoir ce que tu en as pensé. Dis-le moi ici. Vérifie ton abonnement à la chaîne. Deviens membre si tu peux. Ça m'aide beaucoup. Et n'oublie pas ton like, d'accord? Encore une fois, merci pour ta compagnie. Bisous du roux et à la prochaine épisode.